Là-haut, comme on dit maintenant entre nous. On dit pas là-haut. On dit là-haut. Là-haut où il y avait 1 mètre de neige. Là-haut où il y avait du vent qui soufflait pendant 1 mois, qui rentrait partout. On faisait des doubles fenêtres et on mettait entre du coton. D'autres entre mettaient de la neige qui devenait petit à petit de la glace, qui prenait, qui faisait de l'isolation. Et bien là-haut, quand on passait le long d'une fenêtre, il y avait toujours quelqu'un pour taper à la fenêtre. Et comme on entendait, et qu'on entendait toujours, il n'y avait pas une personne qui, entendant taper, ne tourne pas sa tête. La tête qui était derrière, qui vous regardait, faisait un signe. Rentrez, venez. C'était pas tellement pour passer 1 heure ensemble. C'était quelquefois tout simplement un petit bonjour comme ça. Ça va, qu'est-ce qu'il est tombé? Vous avez entendu? C'est tombé de là-haut, parce qu'il y avait des morceaux de rocher qui tombaient. Et puis on parlait des pouvoirs de Dieu. On disait, tous les arbres qui ont été foudroyés, c'est parce qu'il n'a pas fait ça ou qu'il a fait ça. Il y avait de la superstition, au moins ça faisait du bien. S'il y avait un gosse de malade, on ne le laissait pas. Ben là-haut, comme ça, on avait découvert que même les prénoms étaient différents. Il y avait des Élie, il y avait des Ruth, il y avait des Rebecca. Hein, ils allaient à l'église, mais ils écoutaient la Suisse. Ils se sentaient pas du tout suisses. Ils se sentaient presque frontaliers. C'était là-bas. Eux, ils étaient là-haut, et puis l'ailleurs, il était là-bas. Ils acceptaient l'ailleurs. Ils s'étaient ouverts à un ailleurs qui les traversait de temps en temps. Ils avaient encore sur les murs des grandes images. Et parmi les grandes images, il y avait les âges de la vie. Presque toutes les familles, il y avait les âges de la vie. Ça, c'est luthérien, hein, c'est pas... ou calviniste, mais... les âges de la vie. Ça apprend à ceux qui sont là, ça leur rappelle tout le temps par où ils passent. On est bébé, on est enfant, on est adolescent, on est adulte, on est fort, on devient faible, on clabote. Et on est élevé au milieu de ça. Et dans les paroles, c'était la même chose. Alors que faire avec Cécile? Elle avait raison, on n'allait pas recommencer, on n'allait pas remettre tout dans un camion puis partir quelque part. Ce qui est certain, c'est que j'aurais pu à ce moment-là trouver quelque chose, vraiment quelque chose, que j'aurais accepté de repartir, mais pas en altitude, pas dans un centre, loin du centre. Et puis j'ai persuadé Cécile qu'il n'était pas possible que ça ne s'arrange pas, que cette histoire-là n'était que provisoire, que nous allions finir par rencontrer des gens. Ça, c'était aussi certain. On n'allait pas rester comme ça seul. C'était quand même surprenant que des gens comme nous se disent des choses pareilles. Nous qui étions restés si longtemps seuls, qui pouvions pendant des mois, en dehors des gens qui nous entouraient, mais là c'était des paroles usuelles, un peu comme la hache et le bois. Bonjour, bonjour, ça va, ça s'arrêtait pas là. Mais c'était des appréciations sur le temps, des appréciations sur ce qu'il allait falloir faire, sur les difficultés qu'on allait avoir, une sorte de rappel, une sorte de les âges de la vie. C'était continuellement le brossage du développement, de paternité en maternité, de foin en herbe. On ne laissait rien perdre, mais qui est-ce qui laisse perdre? Même moi, les bouts de papier, je les ramasse. Je suis toujours en train de mettre de côté. J'ai des boîtes et des boîtes de clous rouillés. Je les traîne depuis là-haut, depuis la cour. Je m'en défrais pas. Je peux pas. Ben eux, c'était l'herbe.
C'était les branches mortes qui étaient tombées des arbres. Mais ça ne se laisse pas perdre. Ça se ramasse. Et quand on les a ramassées, on les coupe. Si c'est vraiment du bois mort, on va pas le jeter, mais on va s'en servir pour le chaudron, pour faire la soupe. C'est un bois qui va puer, mais le chaudron, il est dehors. Mais si c'est des branches vertes qui ont été arrachées des arbres par le vent, par la neige, par le froid, par le poids de la neige sur les arbres, eh ben on va les débiter, on va les laisser sécher, mais on va les brûler dans le feu, dans l'âtre ou dans la cuisinière. Il y avait les deux. Et puis on va s'en servir pour faire le pain. Parce que si c'est du sapin, c'est bon. Puis on va mettre de côté les écorces. Mais on ne le faisait pas par souci d'économie. L'économie, elle était dedans, mais elle n'était pas primordiale. Et si elle était primordiale, elle n'était pas brandie, utilisée. Ils ne se plaignaient pas. Personne disait « Oh, moi, mon vieux, c'est... » Non, c'était pas comme ça. Et c'est resté pas comme ça. Maintenant encore, il y a ça. Alors les vieux, ben, ils laissaient les jeunes partir. On a connu la faux avec le couple de bœufs. Et puis quelquefois même, ils accouplaient un bœuf avec une vachette. Et puis ils allaient, puis ils fauchaient comme ça. Puis tout le monde ramassait, tout le monde retournait le foin pour qu'il sèche, parce qu'on voyait que la flotte arrivait. Mais le vieux, on le laissait, lui, avec sa faucille, et il allait dans les pentes des ravins. Oh, il n'allait pas chercher à se casser la gueule, mais dans les pentes des ravins où il y avait de l'herbe, et où, puisqu'on la coupait tous les ans, elle revenait. Eh bien, il allait sortir de là avec un grand filet, comme un filet de pêcheur. Il allait sortir de là ce qu'on appelait un cuchon là-bas. Ben, un cuchon, c'est un tas, ça fait un petit tas, une petite meule. Une petite. Il y a 25 fourchées dedans. Et puis il se le mettait sur l'épaule, et puis il avait du mal à remonter, parce que ça pèse. Parce qu'il ne pouvait pas le laisser là à sécher, il fallait qu'il le mette à sécher sur un champ, ou bien qu'il le donne à ses lapins. D'ailleurs, il disait bien, l'herbe des ravins, c'est la meilleure pour les lapins. Alors elle n'était pas haute, elle était pleine de sève, elle leur foutait la chiasse quelquefois. Mais on la laissait pas perdre. Ils étaient non pas tous propriétaires de sapins et d'arbres, mais la commune était propriétaire de certains bois. D'ailleurs, la commune s'était enrichie d'une façon qui étonnait ceux à qui on l'apprenait, et qui amusait les Corcellans. C'était des gens de Corcelles, les Corcellans. Ils n'étaient pas en bon rapport avec le village d'à côté, de l'autre côté de la montagne. La montagne était une montagne couverte de sapins, d'épicéas. C'est vieux, ça. Ça remonte à plus d'un siècle. Mais ils avaient une partie des flancs de la montagne, le flanc qui regardait le village, et puis l'envers, quand on était passé par le col. De l'autre côté, ben ça redescendait sur un autre village. L'autre village, c'était Isnave. Et puis le village dans lequel on vivait, c'était Corcelles. Alors, il y avait Outria et Isnave. Alors voilà qu'un jour, un matin, il y en a un qui, vers 1800, 1820, il y en a un qui va dans les bois, et puis qui découvre un cadavre. Et alors il redescend en vitesse au village, à Isnave. Puis il dit, ben, il faudrait prévenir les gars d'Outria. Il y a un cadavre là-haut. Oh là! Ils vont chercher le maire. Et puis les voilà qui montent à une dizaine de bonhommes là-haut. Ils voient le type qui est par terre. Puis le type, il est bien mort. Puis il a peut-être même été tué. On ne sait pas trop, mais il a une plaie. Mais il était là depuis déjà quelques jours. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? Oh, ben mon vieux,
Le maire, il dit, là, on n'est pas sorti, hein. On n'avait pas besoin de ça. Alors ils descendent. À la mairie, ils se réunissent. Bien sûr qu'ils boivent un bon coup, mais c'est pas le bon coup qu'ils ont bu qui les ont décidés. Non. Au bout d'une heure de discussion et de tabac, et les bonnes femmes, il paraît, qui attendaient dehors et qui disaient, il y a quelque chose qui se trame là-dedans. Ils font rentrer les femmes. Et puis ils disent, ben voilà, on va prendre une décision. Il y a un homme qui a été trouvé mort, là-haut, sur Pisselou. Parce que le col, il s'appelle le col de Pisselou. Et alors? Eh ben, on va aller voir les gens de Corcelles. On va leur faire un beau cadeau. On va leur dire, là-haut sur le col, il y en a un qui est mort. On ne le connaît pas. Mais pour sûr, c'est pas sur notre terre à nous, c'est sur votre terre à vous. Alors il faut aller le retirer, parce que c'est pas bien de laisser un mort comme ça. Alors ils l'ont fait. Et puis les gens de Corcelles, ils se sont réunis. Ils ont fait comme eux. Ils ont dit, on va monter. Et puis le maire, il a dit, alors, il va falloir qu'on prévienne la gendarmerie. Alors il y en a d'autres qui disent, ah, mais ça dépend où il est. Si ça se trouve, il est sur leur terre à eux. Ben, on pourra le voir quand on y sera monté. Et voilà l'autre partie du village qui monte là-haut. Puis ils regardent, puis ils voient bien que les autres d'Outria puis 19, ben, ils sont repartis. Ils les ont pas attendus. Ah, puis ils marchent sur le col. Puis il y en a un qui dit, mais ici, ça n'a jamais été à nous. Là, ça s'arrête là, Corcelles. Puis ici, c'est déjà chez eux. Et le maire, il dit, bah oui, c'est bien ce qu'ils ont dit. Mais ce qu'ils ont dit, c'est pas à nous. C'est ça qu'il faut retenir. Ah oui, mais qu'est-ce que tu vas faire? Puis le maire, il dit, ben, si le mort, il n'est pas à eux, puis que le mort, il est à nous, c'est que là où le mort, il est, c'est les limites de notre village. Eh ben, dis donc, on va s'agrandir rudement avec ça, parce que nous, on sait bien, puis les pères, ils nous l'ont dit, puis eux, ils le savent en face, qu'ils montaient jusqu'au col, que le col, il n'était pas Corcelles, que le col, il était Outria-Isnave. Vous le savez tous. Ouais. Eh ben, puisqu'ils disent que le mort, il est sur nous, eh ben, c'est que c'est fini. Ils sont plus eux ici, maintenant. C'est nous. Et puis, allez, il y en a deux là, deux courageux, prenez le mort. Et puis descendez-le encore plus bas. On va vraiment avoir un bon bout de terrain, là. Mais c'est qu'ils ont fait. Ils ont fait un bond extraordinaire à ce moment-là, les Corcellans. Je sais pas à combien ça se montait, mais c'était en hectares, hein. Alors admettons que la partie de la montagne qui était reconnue comme étant de Corcelles, entre eux, verbalement, ben, la montagne qui était à Corcelles, c'était, disons, 15 hectares. Ça s'arrêtait à ras du col. Et puis la montagne d'Outria, Isnave, qui était de l'autre côté, ça leur faisait au moins 30 hectares. Mais là où ils avaient trouvé le mort, ça l'agrandissait d'un seul coup d'au moins 10 hectares. Et puis ils ont donné un coup de pouce, ils l'ont descendu encore un petit peu plus bas. Et puis du coup, bah, ça a fait au moins 40, 50 hectares, peut-être plus, peut-être que je me trompe, il faudrait mettre des zéros. C'était une montagne pleine de sapins. De l'autre côté aussi, il y avait des sapins. Mais d'un seul coup, là, c'était par milliers que les sapins, ils devenaient corcellants. Alors, ils ont dit, bah, il faut maintenant qu'on fasse un témoignage. Ils ont fait un témoignage. Les deux maires se sont réunis. Ils ont fait une déclaration. Un notaire qui est venu. Il a pris les actes. Il a été décidé qu'à partir de maintenant, Corcelles s'arrêtait là, Pisselou, et il y avait un endroit, ça s'appelait la Pierre du Mort. Mais ils avaient bien grignoté, hein. Quand ils ont eu les talons tournés, qu'est-ce qu'ils n'ont pas piqué? Et puis on a tracé un trait. C'est sûr que les autres, ils n'ont pas été emmerdés. La police, elle n'est jamais venue. Enfin, les gendarmes, la maréchaussée, elle n'est pas montée à Outria. Ah, elle est venue à Corcelles.
Puis la gendarmerie, elle les a fait chier, ça c'est sûr. Puis il y en a d'Outria puis 19 qui avaient bien compris ce qui s'était passé. Ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Là, c'était foutu. Alors qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ben, ils pouvaient dire aux gendarmes, oh, attention, hein. Ils ne pouvaient pas dire, ils nous ont volé de la terre, ça, le maire avait signé. Mais ils disaient, le mort, c'en est un de chez eux qui l'a fait. Puis ils n'ont jamais trouvé ce qui s'était passé. Puis longtemps, longtemps après, bon, on en a conclu que c'était un contrebandier, un de ces types qui passait le sel et les allumettes, parce qu'entre la Suisse et la France, à l'époque, c'était ça, il y avait le commerce du sel, des allumettes, des images pieuses aussi, des images de protestants qui passaient. C'est comme ça qu'ils étaient devenus des hélis, des routes. Hein? Ils avaient fait un bon commerce, là. Quand on nous a raconté ça, ben, on était rudement contents. Et on nous a dit, mais c'est pas fini, depuis ce temps-là. Ben, je vais vous dire, disait celui qui parlait, qui s'appelait Léon. Je vais vous dire, moi, c'est qu'on paye plus d'impôts. Ah bon? Et pourquoi vous payez pas d'impôts? Ben, on n'a plus besoin de payer des impôts. La montagne, elle est à la commune. L'autre morceau de montagne derrière, il est à l'autre commune, au Tria-Isnave. Oui. Comme on s'est agrandi. Ouais. Bah, on a trop de sapins. Qu'est-ce qu'on fait des sapins? On les coupe. On les vend. Quand on les a vendus avec l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait des routes. On a installé une douche. Le grand hangar pour mettre toutes les machines sur la place. Ben, c'est nous qu'on se les payait avec les sapins. Et il nous en reste encore. Et puis quelquefois, on vend le bois. On vend le bois. Et puis il reste des broches. Et puis il reste de l'écorce. Eh ben, on n'a plus que le mal d'aller chercher tout ça là-haut, puis de le ramener dans nos cours. Et puis on a tout le chauffage pour tout l'hiver. Et puis le bois qu'on a vendu. Eh ben, le maire, tous les ans, il nous donne un peu d'argent du bois qu'il a vendu. Il y a une partie qu'il garde pour entretenir la ville et tout ça. On aide les vieux. Puis il y a une partie qui nous revient, on appelle ça l'affouage. Et on va vous donner du fric. Mais oui, mais moi je suis pas né à Corcelles, et puis ma femme non plus. Oh, mais ça n'a rien à foutre. Vous habitez à Corcelles, ça fait plus d'1 an que vous êtes là-dedans. Vous n'avez pas refusé l'argent qu'on va vous donner, non? Non, mais on n'en a pas besoin. Mais personne n'a besoin. Mais on va pas laisser perdre. Puis on va pas se mettre à goudronner 2 fois dans l'année sur le même goudron. Vous savez plus quoi faire de votre fric, alors. Non, c'est pas vraiment comme ça. Mais il faut pas refuser le fric, il faut pas refuser le bois. Et puis ils se sont tous proposés, on va monter avec des bêtes, on va vous ramener 10 tombereaux, puis vous aurez tout le bois que vous voulez pour toute l'année prochaine. Bon, oui, quand j'ai vu le tort arriver, j'ai dit, mais faut arrêter les gars. Mais c'est pour la vie que j'ai du bois, là. Il y avait tout. Il y avait des racines, il y avait... Et puis on a touché du fric. On n'a pas touché beaucoup. Mais quand même, à l'époque, aujourd'hui c'est comme si on touchait par tête. Disons 1000 francs pour Cécile, 1000 francs pour moi, 2000 francs. À l'époque, comme si on avait touché 200 000 francs. Ah bah dis donc, après, quand tu reçois ta feuille d'impôt, comme il disait Léon, moi je suis content de les payer, c'est pas à moi. Alors c'est vrai que on a l'air de prendre ça en s'amusant, mais ça change les habitudes. Hein. Quand on se trouve là et que... Je vais raconter encore une petite histoire, tu vas voir. On était au Cousin. Mais je peux en raconter 25, mais j'ai pas envie. Une. Peut-être encore une plus tard, on verra. J'étais dans la cour de la maison du Cousin. Alors, au fond, à peu près à 15-20 mètres, il y avait la petite rue, enfin pas la rue, la petite route, le petit chemin qui passait. Il n'y avait jamais personne dessus, il passait seulement un cultivateur, un le matin, un l'après-midi, un le soir, puis c'était tout. Le premier commencement du village, le lieu, nous on était dans un lieu dit, mais le premier petit hameau de Crevant, il était à 4 km, ça s'appelait Les Bergères. Bon, je vois un gars, de loin, il avait la voiture qui octait. Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Et puis devant la maison, bah, je le vois qui passe, mais il n'est pas au volant. Il pousse la voiture.
Alors je vais vers lui, je l'appelle. Oh, attendez! Il arrête de pousser, la voiture s'arrête, lui il arrête. Il s'essuie le front. Je lui dis, c'est la panne. Ouais. Vous voulez que... donner un coup de téléphone? Vous voulez que je vous accompagne quelque part? Vous la laissez là sur la route? Non, je suis en panne d'essence. Oh, bah si c'est ça, c'est rien. J'ai toujours de l'essence dans mon garage, moi. Et je m'en vais dans mon garage. Et je sors un bidon d'essence. 20 litres. Et puis, ou 30 litres. Puis je viens, puis glou, 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 je lui remplis son réservoir. Et je dis, voilà, maintenant, bah, essayez de la mettre en route. Il la met en route, ça démarre. Et puis il s'en va. Et puis, bah, je suis content. Puis 2-3 jours après, je le croise. Je lève la main, je lui fais signe bonjour. Il tourne la tête. Je me dis, il m'a pas reconnu. J'ai dû changer dans la nuit. Mais j'étais pas loin de la vérité, hein. Ouais. C'est lui qui avait changé sa tête, c'était pas moi. Je l'ai revu encore, un jour ou deux après, dans le village alors. Il était chez le boucher. Il achetait de la bidoche, et moi aussi j'achetais de la bidoche, pour les chiens. Je rentre, bonjour monsieur, dame. Je vois lui, bonjour monsieur, il tourne la tête. Alors, je m'approche de lui, bonjour monsieur. Il répond pas. Alors, je regarde dehors, puis je vois sa voiture. Je dis alors, elle roule bien maintenant la voiture? Il répond pas. Il paye la viande, il sort. Bah c'est pas la peine, hein. J'avais un dessin là. Puis c'est arrivé une autre fois. Autre chose, pas avec de l'essence. Un autre. C'est marrant, faut pas leur rendre service. Faut pas venir vers eux. Et puis si vous venez pas vers eux, de toute façon, vous pouvez être tranquille, ils viendront pas vers vous. Alors, je dirais pas que c'est ça, moi, qui m'avait fait quitter. Et ce que je savais pas, c'était que là-haut ou ici, c'est pareil. Ah, voilà. Ici aussi, on tourne la tête. Ici, il y a un gars un jour qui me dit, je suis en panne. D'ailleurs, c'est pas lui qui me le dit, c'est sa femme. Je suis en panne. Faudrait qu'on nous dépanne. Oh. Je dis, ça dépend, en panne de quoi? Ben, je suis en panne d'argent. Ah, ça, c'est sacré, hein? Bah oui. Il me faudrait... Sinon, je vais avoir un gros problème, hein? On va me saisir. Bah, c'est toujours emmerdant quand on entend ça. Alors, je le connaissais à peine, mais quand même, un peu. Il avait pas l'air mauvais garçon. Alors, je lui dis... Mais ça se fait pas, ça. Faut pas faire ça. Mais enfin, je lui dis, bon alors, c'est combien? Alors elle dit... C'est la femme, hein? Elle dit... 30 000. Ah, 30 000, c'est pas léger. Ça fait 3 millions anciens, quand même. Ah, je dis, bon Dieu, tant que ça? Ah oui. On est en retard, et si on paye pas ce qu'on aurait dû payer... Ah, je dis, bah oui, mais alors, ça veut dire qu'il y a un trou. Ouais, bon, ça me regarde pas. 30 000. Quand est-ce que vous voulez les rendre? Oh, mais ça... dans 2 mois. Alors, on fixe la date. On dit 31 janvier. D'accord, c'était l'hiver. Elle part. 31 janvier arrive. Pendant tout ce temps-là, on n'a pas eu un signe, rien. Bon, pas grave. Il y avait du boulot, il fallait qu'il rembourse. Le 31 janvier arrive. Je me dis là, maintenant, il faut que ça paye. Ouais. 31 janvier, dans la boîte à lettres, il y a ce qu'il faut. Ah ben, très bien. 2 jours après, je me trouve dans une petite rue à La Châtre. Je le croise, lui. Je m'approche pour lui dire bonjour. Il vire complètement à gauche, il fout le camp, je le vois plus. Encore plus tard, elle, je la vois. Elle est en voiture. Elle essaye de faire pareil, mais elle peut pas. Elle se fout dans un sens interdit. Elle est obligée de s'arrêter, de passer devant moi. Je lui dis alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vois pas clair? J'avais pas vu que c'était un sens interdit. Je dis non, je te parle d'autre chose. Oh, on est surchargé, on n'en peut plus, on est...
D'accord, compris. C'est fini. Oui, c'est ça. C'est ça ici. C'était pas ça là-haut. Là-haut, c'était l'envers. Je vais arrêter là-dessus parce que ça colle un peu, hein. Mais ça touche, hein. Ça peut vous meurtrir quelqu'un et c'est vrai que la réaction de Cécile, ça l'avait entraîné dans une réflexion qui enrichirait déjà toute personne, qui enrichirait d'amertume toute personne forte. Alors Cécile, elle est bien forte dans des tas d'endroits, mais pas là-dessus. On peut rentrer ce qu'on veut, c'est du beurre, Cécile. Et bien quand on était là-haut, à la cour, et ben il y avait un des habitants, un des voisins. Un jour, il vient à la maison. C'était à l'entrée de l'été. J'ai quelque chose à vous demander. Ben bien sûr, rentrez. Il rentre. On va dans la cuisine. Je lui offre un verre de vin. Il dit non, pas tout de suite. En langage clair, ça veut dire je le boirai si. Bon, alors on sort pas le vin. Il me dit ben voilà. On va partir. Nous, on savait qu'on allait partir un jour. Cécile, elle n'était pas bien, mais enfin. On va partir. Un paysan qui dit on va partir, ça n'existe pas. Un paysan qui laisserait la terre, qui laisserait... Alors on lui dit non, attendez, soyez plus clair, vous voulez partir où? Pour combien de temps? Eh ben, on n'a jamais pris un jour de repos. Et ma femme et moi, on va partir au bord de la mer pendant 4 jours. Eh ben, c'est très bien. Avec les enfants. Mais oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Que l'on aille donner à manger à vos poules tous les matins puis tous les midis? Puis qu'on ferme après le poulailler pour la nuit? Puis s'il y a des lapins, que je donne du foin? C'est ça? Et puis peut-être que dans la journée, j'aère, puis que... on voit que la maison est quand même habitée. Ça, c'est rien. C'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben voilà, mais faut pas me refuser. Ben, allez-y, dites-le. Eh bien, je suis comme tout le monde. Ben oui, moi aussi. Alors, je me suis dit, je peux pas laisser mes économies dans la maison. Ah ben oui, bon, naturellement, vous avez raison. Et alors, vous voulez les porter à Hauteville? Les mettre dans la banque? Ah non, mais je veux pas. J'ai pas confiance. Oui. C'est des billets de banque? Ah oui. Alors, votre idée, c'est quoi? Ben, mon idée, c'est de... Je vous l'amène dans une enveloppe, vous le mettez dans votre placard, et puis quand je reviens, je le reprends, quoi. Oui. Eh bien, vous trouverez ça ailleurs, mais pas ici, hein. C'est pas à lui que je dis ça, c'est moi maintenant que je dis ça. Oui. Alors, on était un peu suffoqués avec Cécile, hein. On a dit, mais c'est tout à fait d'accord. Mais je lui dis, mais je vais quand même vous montrer, vous allez les chercher, vous ne l'avez pas avec vous. Si, je les ai là. Ah, bon. Alors, combien il y a dedans? C'est cacheté. Ben, je dis, bon, bah, très bien. Vous pouvez être sûr, on ne touche pas à ça. Mais je vais vous montrer où est-ce que je vais les mettre. Parce qu'imaginez que vous partez, puis que moi, je sais pas, moi j'ai un accident. Puis personne ne sait qu'il y a de l'argent là-dedans. Puis je vais vous faire un papier. Je vais vous dire, dessus on va marquer appartient à... Ah, il s'appelait René Dupont. Alors on a mis René Dupont. De la Cour. Puis on va mettre la date. Remis à Monsieur 2 pour qu'il les garde. Jusqu'à mon retour. Oh, tout ça est impeccable. Il est content. Il rit. Et puis je lui dis ça va aller là. Et je lui montre le placard. Et c'était en dessous une pile de chemises, comme toujours. Oui. Et puis je lui dis, je vous fais un petit papier aussi. Je vous dis, Monsieur Dupont m'a remis pour le garder pendant son absence une enveloppe contenant une certaine somme d'argent qui se trouve dans mon placard.
Cette enveloppe lui appartient. Alors il me dit, on peut voir un canon maintenant? Je dis, mais bien sûr, on était contents. Nous, on était contents de ça. Lui, il était content de la même chose. Dans la soirée, sa femme est arrivée avec un bol de fraises, avec de la crème. Faut pas qu'on se rende malade. On est content, on est devenus les banquiers de la cour. Et on rigole. Et il part. Et il nous envoie une petite carte de là-bas. Vacances merveilleuses, signé René. Non, il s'appelait pas René. René, c'était l'autre. Ils étaient deux Dupont. Lui, il s'appelait Marcel. Donc, c'est signé Marcel. Et puis, on reçoit le lendemain une petite carte. On reste 4 jours de plus. Et il prenait goût. Ça, c'était bien Marcel. Ah, ils sont restés 4 jours de plus. Puis, ils sont revenus comme c'était prédit. Le v'là. Bonjour. Ben, je dis, venez, on va aller sortir là où on l'a mis. Puis, il sort son enveloppe. Ben, je dis, vous voulez pas regarder dedans? Non. Puis vous venez à la maison, puis on va boire un canon. Alors je suis remonté avec lui à la maison, et puis on a bu un canon. Et puis voilà, le bouquet de fleurs, il s'arrête là. Les fleurs ont duré longtemps. Tourne pas la tête. Au contraire, on cherche la main, on cherche de plus en plus la main. Alors Cécile, pour revenir à Cécile qui disait, c'est comme si je portais une étoile. Petit à petit, je me suis rangé à la vie de Cécile. Moi, au début, j'étais tellement... Je ne veux pas dire que j'étais tellement libéré, mais j'étais tellement dans mon travail. Les choses venaient... Je dirais, les choses venaient de façon si ouverte. N'empêche que, bon, mais j'étais le même. Je n'ai pas changé. J'ai autant, sinon même davantage, de trous que je n'en ai eu là-haut. Mais, c'est un moment privilégié, en moi. Mais la ville ne m'a pas perturbé. La ville elle-même, pas du tout. La ville elle-même est belle. Ils l'ont abîmée, ils sont en train de l'abîmer complètement. Et puis on s'en fout. De toute façon, comme on s'est dit avec Cécile, c'est pas ici qu'on mourra alors. Mais la mentalité, c'est pas la nôtre, quoi. Il faut être, comme on dit ici, de chez eux. Et on dit, vous êtes de chez nous? Et si on dit non, pas du tout, je viens de là, alors. Moi, je peux pas dire je viens de Paris, je dis... D'abord, j'étais à côté, au Cousin. Mais déjà, le Cousin à 20 km, c'est pas de chez nous. Mais quand après, j'insistais, maintenant, je parle plus. Si, il y a quelques bonnes bouilles, là, que j'ai rencontrées, ça va. On se dit bonjour. Donc, c'est déjà un grand pas. Mais sinon... Alors, quand je dis je suis de Paris, alors là, mon vieux, ça veut dire que je suis riche, ça veut dire que je suis feignant, ça veut dire que je suis combinard, ça veut dire qu'il faut se méfier de moi, ça veut dire qu'il n'est pas de chez nous. Ça, c'est la preuve fatale, totale. Sûr que ça blesse beaucoup, sûr. Inutile de dire que j'ai pas eu une seule fois, ni Cécile. C'est pas la visite, c'est pas la rencontre, c'est l'autre vent de l'autre. Pas une seule fois, on est venu sonner et me dire, je savais pas que votre femme, et puis vous aussi, que vous étiez ce qu'on appelle des artistes. Et on comprend. C'est pas pareil que nous. Mais c'est bien que vous soyez choisi une autre ville pour venir. Même si on a des gerçures, ça fait pas mal de dire ça. Ben non. Ben non, il n'y a rien. Et même quand on se présente, ce que j'ai fait au début, je me présente, je suis Fred 2, je fais ça et ça. Et ben on tourne les talons.
On peut vous dire, vous savez, ici, la culture n'intéresse pas les gens et les gens s'intéressent pas à la culture. C'est pas ça que j'étais venu dire, moi. C'était donc pas surtout ça que je voulais qu'on me dise. Je voulais pas l'entendre. Eh ben, j'ai été obligé de l'entendre. Alors, comme on dit, on met son mouchoir par-dessus, puis c'est tout. Mais dedans, il y a quand même un crachat. Hein. Ouais. Comme toujours, c'est ceux qu'on appelle les petites gens qui disent bonjour. Ça, il y en a. Il y en a même à qui je serre la main, je connais pas leur nom, on dit rien. Quand on descend vers l'Indre, là-bas, ce qu'on pourrait appeler les quartiers pauvres. Ouais, là, oui. Alors on peut dire, là, on se connaît pas du tout. Mais s'il fait chaud, les femmes se mettent dehors. C'est pas des jeunes, hein. C'est des vieilles qui sont toutes déformées. Alors on dit, il fait chaud. Et ils répondent, ah oui, il fait chaud. Alors on ajoute, vous prenez l'air en vous mettant là? Ben, l'air, oui, il y en a là, il y a un peu d'air là. Il faut prendre l'air. Ah, on peut essayer de rajouter autre chose. Il faut emmagasiner de la chaleur pour l'hiver. Ben, c'est bien ce qu'on fait. Ah, on dit, ben, nous on continue. Oh bah c'est bien, vous êtes jeune encore, vous pouvez vous promener. Oh bah vous pourriez aussi. Oh bah non, regardez, on est tout déformé. Eh ben moi je peux pas regarder une femme qui est toute déformée, qui m'a dit bonjour, qui est d'accord pour emmagasiner de la chaleur dans son corps, qui sait pas parler, mais qui sait regarder avec des yeux brillants. Et quand j'ai le dos tourné, qui ne se pincera pas le nez, et quand je la reverrai, qui me redira non seulement bonjour, mais c'est pas le même temps que l'autre jour, hein. Qu'est-ce que ça a changé? Puis qui voudrait qu'on parle. Et puis je m'arrête, puis je parle un peu. Je retrouve Angéline, je retrouve des femmes qui ont travaillé à l'usine. Je retrouve... c'est plutôt les femmes d'ailleurs, les bonhommes, les bonhommes ici sont durs avec les femmes. Hein. Les femmes, elles doivent fermer leur gueule ici, ça c'est... Elles le savent, elles le disent. Alors Cécile a raison. Elle a raison, mais ça fait déjà près de 10 ans qu'on y est. Et on va pas partir demain. Mais il faut en avoir pour tenir, quoi. Ça, c'est la petite ville. Le petit village, tout se savait. Il y avait aussi, sûrement, il y avait des conflits par en dessous. Ils s'étaient piqués des bouts de terrain. Ils s'étaient... Voilà, comme... Même à l'échelon plus grand, comme le village de Corcelles avait fait avec le village d'Outria. Si vous dites que le mort, il est sur nous, et puis ils avaient agrandi tout, c'est sûr. Mais ça, c'est davantage un jeu. C'était un peu comme ça quand j'étais au Maroc. J'avais retrouvé ça, puis quand j'étais à la maison, il y avait ça aussi. Il y a effectivement un jeu. La pauvreté est acceptée à travers le jeu. La souffrance passe mieux avec un sourire. Au Maroc, c'était une misère noire, n'est-ce pas? Nous étions opulents, mais nous étions l'armée. Mais il y avait des Marocains qui étaient dans l'armée. C'était eux qui formaient l'armée, d'ailleurs. Nous, on les encadrait. Ils avaient leurs femmes qui vivaient, mais pas dans le poste. Il y avait une sorte de petit douar autour. C'était des guitounes qui s'appuyaient sur le mur même du poste. Le poste, c'était un véritable château fort. Hein. Eh bien, la simplicité des femmes, c'est toute une question, les femmes arabes. Enfin, la simplicité des femmes, à côté des femmes françaises, parce qu'il y avait des femmes françaises qui venaient, qui étaient mariées, qui vivaient avec leur Jules.
la simplicité des femmes arabes à côté des femmes françaises faisait préférer les femmes arabes. Préférer à qui? Il n'y a pas une femme arabe auprès de qui on pouvait passer sans aucune veulerie, bassesse. Non. On n'était vraiment pas de chez nous, là, hein, ça c'est sûr. Eh ben, c'était la tasse de thé qui était tendue avec la feuille de menthe. Et c'était pas pour essayer de tirer quelque chose même du français. Il ne pouvait pas faire autrement. Mon père ne pouvait pas rencontrer quelqu'un sans dire tu rentres, on boit un verre. Bien sûr qu'il aimait ça. Mais c'était autre chose que d'aimer ça. Il aimait rencontrer l'autre. Il aimait savoir. Il aimait entendre. Puis il aimait beaucoup parler. Mais les femmes, c'était la même chose. Et les hommes auraient pu être jaloux, d'autant qu'elles n'étaient pas voilées ni rien, là. On voyait bien leur petite bouche, leur nez, les tatouages qu'ils avaient sur le front. C'était des dessins ambulants, les mains pleines de safran, les tatouages sur le dessus des mains, les colliers qui faisaient un bruit effrayant. Donnaient du thé, une sorte de petite tasse de thé. Puis il y avait tous les gosses qui sortaient, comme tous les gosses du monde. Mais c'était pas les mêmes. C'était des gosses qui regardaient, qui avaient du mal à regarder tellement il y avait des mouches dans les yeux, mais ils se plaignaient pas. C'était ça, toute la différence. Ils se plaignaient pas. Dans mon quartier, on se plaignait pas. Je dirais dans mon village à la Coue, c'est pas mon village, hein. J'ai même eu des coups de gueule aussi, mais ils se plaignaient peu, hein, très peu. Il y en avait que 2 ou 3 qui se plaignaient, mais c'était vraiment ceux-là. C'était les seuls qui n'avaient pas à se plaindre. Mais ça, il y a toujours eu. Et puis à Corcelles, c'était la même chose. À Corcelles, ils s'entendaient d'ailleurs beaucoup mieux que partout ailleurs. Pour être arrivés à faire ce qu'ils avaient fait avec le mort, ça en dit long, hein. Alors Cécile, bien, je ne dirais pas qu'elle a réussi à renverser sa vapeur, mais elle a eu beaucoup, beaucoup de mal. Ouais. Moi, j'ai pas mieux réglé qu'elle, hein. J'aurais préféré, bien sûr que j'aurais préféré, devant. Qu'est-ce que tu veux faire s'il y en a un qui a un flingue devant toi? Faut réfléchir avant d'avancer, hein. Bah, c'est comme ça. Alors on a vécu sur nous-mêmes. Je pense que rien n'est plus fructueux que ça. Ça, on ne le savait pas. On ignorait que non seulement il était possible, aussi on peut travailler à la schlag, mais ça c'est... On peut faire comme un grand coup de collier et dire je vais finir telle chose, mais là ça ne se passe pas comme ça. Là il se passe que, non pas qu'on ne peut pas faire autre chose que de se mettre à sa table, parce que ça c'est valable aussi bien à Corcelles, à la Coue, à Paris quand on était rue Friand. Rachel faisait ça. Rachel, à peine se levait-il que il enfilait ses chaussons et il avait envie d'en faire une. Il faisait 3-4 aquarelles dans sa matinée. Après, il restait 1 jour, 2 jours, 3 jours sans rien faire. L'après-midi, il se cuitait. Mais ça aussi, il faut arriver à le faire. Eh bien, nous, Cécile, quelquefois, parfois, même souvent maintenant, dit « Si t'étais pas là, j'en ferais moins ». Je suis pas sûr que ça soit vrai. Je suis pas sûr que ça soit vrai parce que ce qui s'est mis en route, c'est pas du tout ce que me disait un type il n'y a pas tellement longtemps. Il n'y a que l'œuvre qui compte. Quel con. Et dire que c'était prof d'université et que ça se dit critique. Et ils sont tous comme ça, hein, presque tous comme ça. L'œuvre qui compte. C'est pas ce que tu as dans les couilles ni dans la tête. Ça, bon, bah, c'est là pour servir l'œuvre. Ça ramène toujours à ça. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce qui vous mène, c'est la foi. Et la foi, c'est pas l'œuvre. Faut pas déconner.
Pour moi, c'est le travail qui prend la place de l'œuvre. Et le travail, c'est pas l'accumulation des heures. Non, ça joue beaucoup. Ça, c'est aussi une part. Mais ce n'est qu'une part. C'est la part... c'est peut-être aussi la part maudite. Parce que c'est la part fastidieuse, c'est la part poussante et tirante, c'est la part à porter, c'est la part que l'on peut dire la plus difficile. Parce qu'elle colle, quoi. Mais c'est aussi, et il faut que ça le devienne, la part la plus fascinante, la plus ramassée sur vous-même. Celle qui vous pousse au plus loin. C'est du métal. On frôle la fusion complète. Et il ne faut pas. Si tu veux faire une soudure à chaud, pas une soudure avec de la soudure comme les autres et leurs chalumeaux, la vraie soudure, celle qu'ont fait les grandes portes, celle qu'ont fait les grands bateaux, les grandes armures, voilà. Ben, il faut amener les deux bords du métal à la même incandescence. Un petit chouille de plus et tout s'écroule. Elle ne tiendra pas. Elle va coller, mais elle ne tiendra pas. Et une seconde de moins, elle ne peut pas prendre. Ben, le travail, c'est ça. Le travail, c'est la grande courroie qui suspend le bœuf d'une tonne et qui fait qu'il donne sa patte. Parce que bien sûr, il est l'esclave de l'homme. L'homme aussi, il est l'esclave de la bestiole. Bien sûr que lui, il parle pas, puis que l'homme, il parle. Bon, va voir. C'est pas là que ça se trouve. Le bœuf, quand il a la ferraille au bout des talons, ouais, il est ferré des quatre pattes. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va aller dans les forêts, justement là-haut, à Pisselou. Il va sortir ce qu'aucune machine ne va pouvoir sortir. Il va se faufiler avec ses quatre pattes, ses quatre fers, tout seul, pas à deux, tout seul, avec une chaîne au cou. Et l'homme, il va pas avoir besoin de lui dire « Yadia, Yadia, Yadia ». Non, il lui parlera pour lui montrer qu'il est là. Seulement, il est en haut, l'homme. Et puis, le bœuf, eh ben, il regarde par où il va passer. Il sait par où il va passer, il le sent. Et bien ça, c'est ces quatre fers qui lui permettent de passer. Parce que on les a vus faire. Hein. Il pose délicatement sur une pierre sa petite patte. C'est une petite patte par rapport au corps. Et puis il tire tout doucement, tout doucement. Et puis si ça fait un effort trop grand, il arrête. Il laisse l'homme faire. L'homme vient avec une grande gaffe. Puis il dégage légèrement ce qui bloquait le tronc. Hop! Le bœuf, il a compris. Il peut y aller. Il va encore faire quelques mètres, puis il va s'arrêter. Mais quelques mètres, c'est raide. L'homme même, il aurait du mal à monter là-dedans. Et puis petit à petit, jusqu'au chemin, il va le tirer derrière. Quelque chose qui fait dans les 30 mètres de long. Ouais. Il ne l'aura pas abîmé. Il arrivera sur le chemin. Il passera là. Il n'y a que l'homme qui aura quelque chose à lui apporter. Il faudra qu'il l'aide. Quand le tronc va buter, et que tout doucement il va se mettre comme en bascule, pour pas que ça embarque la bête. Et la bête, il fait confiance à l'homme. Il le sait que l'homme, il est là. Sinon, le tronc et la bête, ils partent ensemble. Puis des fois, l'homme aussi.